Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs les ministres, messieurs les présidents des alliances, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif, mesdames et messieurs les membres des différentes alliances ici présentes, chers amis qui ont bien voulu être parmi nous aujourd'hui, je voudrais tout d'abord remercier le représentant de la Fondation Konrad Adenauer pour sa présence parmi nous et surtout pour son appui. Et je me permettrai, au nom du Parti Istiqlal, de le féliciter pour le succès réalisé lors des dernières élections en République fédérale d'Allemagne. Je vous souhaite plein succès à l'avenir. Je voudrais également remercier en fait différentes alliances d'avoir bien voulu soulever cette question primordiale sous cet angle, comme l'a rappelé Simezouz, qui est l'angle de la question de l'économie de la santé dans notre pays et comment véritablement le Maroc s'inscrit dans une logique de développement de cette économie à l'avenir et comment elle peut véritablement constituer un véritable levier de développement économique et social pour notre pays. Et je tiens à dire que nous sommes particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir en parler, d'autant plus que nous bénéficions d'abord pour que notre pays bénéficie d'une véritable vision qui a été arrêtée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et qui a clairement défini en fait une feuille de route qui constitue en fait, je dirais, la base de toute l'action que mène le gouvernement pour pouvoir la réaliser. Et ce qui est très important dans ce cadre-là, c'est qu'aujourd'hui nous avons cette feuille de route qui est inscrite dans le cadre du loi cadre. Ce qui veut dire que quelles que soient les évolutions qu'on peut avoir sur le plan politique et les changements qu'il peut y avoir au niveau ou à la tête de certains ministères, en fait, cette feuille de route est amenée à être mise en œuvre. Et c'est très important. C'est très important pour les différents acteurs dans le domaine de la santé d'avoir de la visibilité, d'avoir une vision claire et de pouvoir s'inscrire dans le cadre de cette vision pour pouvoir réaliser les différents objectifs qui ont été arrêtés. Deuxième élément important sur lequel je voulais m'appuyer, c'est aussi le fait de dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi un certain nombre d'organismes de gouvernance qui ont été mis en place et dont certains sont en cours de mise en place. Qu'il s'agisse évidemment de la Haute Autorité de la Santé, qui a pour rôle d'accompagner, d'appuyer et de s'assurer en fait de la mise en œuvre de la vision telle qu'elle a été arrêtée. Il s'agit également des agences donc du médicament et du sang qui ont une importance capitale dans le cadre de cette mise en œuvre. Et il s'agit aussi, je dirais, des différents groupements régionaux de soins qui verront le jour au niveau de chaque région pour pouvoir gérer et déconcentrer finalement l'action et de la politique de la santé. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur au niveau du Parti Istiqlal, et aussi territorialiser en fait les différentes politiques de santé, avoir une véritable gestion déconcentrée de la santé dans notre pays. Troisième et dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette vision, dans le cadre de ces actions qui sont menées, nous avons aussi un élément essentiel sur lequel je voulais revenir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons véritablement donc la logique de la mobilisation aussi, qui est essentielle, de la mobilisation des moyens financiers à travers la généralisation de la couverture médicale, à travers l'augmentation du budget de la santé, du ministère de la Santé, qui atteint cette année 32 milliards de dirhams. Je sais que nous avons deux anciens ministres de la Santé ici présents qui auraient rêvé d'avoir en fait ce budget. Et puis évidemment toute l'action qui est portée pour pouvoir nous assurer donc de la réalisation des actions qui sont prévues dans le cadre de cette politique. Et si vous permettez, comme je sais qu'on est à la fin de la journée avant le ftour, parce que ce dont on n'a pas parlé, mais dans le programme, avant de passer au débat, il y a quand même un ftour. Et pour garder votre attention, je ne vais pas être long, je vais m'appuyer et je vais me concentrer sur deux actions, et deux axes qui sont importants et qui sont en fait, je dirais, les piliers tels que nous les voyons donc, de cette politique de la santé en tant que Parti Istiqlal, et qui sont en fait les deux piliers. Le pilier de l'équité et le pilier de la souveraineté.
et qui sont en fait les éléments clés à partir duquel cette économie de santé pourra se développer. Et je suis sûr que nos éminents spécialistes qui seront parmi nous tout à l'heure dans les deux débats qu'on aura donc au niveau des tables rondes qui seront organisées autour de ces questions auront la latitude d'affiner, d'expliquer et de développer en fait les différents éléments dont je voudrais parler. L'équité, vous savez que notre parti a pour projet de société donc l'égalitarisme économique et social, c'est-à-dire en fait arriver à avoir cette égalité des chances et cette égalité d'opportunités pour l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient dans les villes ou dans les montagnes, ou qu'ils soient dans les campagnes et dans les espaces urbains. Aujourd'hui, cette équité a une importance particulière, puisqu'elle vise tout d'abord, et c'est l'un des principaux objectifs qui a été arrêté par le souverain pour cette politique de santé, c'est celle d'effectivité des droits. Le droit d'accéder à la santé est un droit régalien qui est défini dans le cadre de notre Constitution. Et que dans ce cadre-là, ce droit doit être effectif. Et l'une des problématiques majeures que nous avons, c'est cette difficulté d'accès aux soins qui est constatée dans un certain nombre de régions, dans un certain nombre de provinces et dans un certain nombre de petites villes aussi de notre pays. Par conséquent, l'un des points fondamentaux dans le cadre de cette politique et de ces actions qui sont menées, c'est comment rendre en fait ce droit effectif, le droit d'accès aux soins, et comment l'ouvrir à l'ensemble de nos concitoyens. Et dans ce cadre-là, je voudrais vous faire part d'un certain nombre d'actions qui ont été entreprises qui facilitent donc cet accès. Tout d'abord, on en a parlé, la généralisation de l'accès des soins. Dans ce cadre-là, il faut dire donc, la généralisation de l'assurance maladie. L'assurance maladie obligatoire a été une action phare qui a été démarrée depuis un certain nombre de temps, donc, et un certain nombre de gouvernements auxquels nous avons participé ont été derrière cette mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire et du régime d'assistance médicale à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une action de généralisation de l'assurance maladie. Il faut dire que, pour être honnête, c'est qu'aujourd'hui nous avons atteint, je dirais, une avancée certaine que nous avons réalisée en généralisant donc, cet accès à une grande partie de la population, mais il n'en demeure pas moins que l'objectif qu'on s'était fixé donc n'a toujours pas été atteint. Un certain nombre de personnes, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas inscrits dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, qu'il s'agisse des artisans, qu'il s'agisse des agriculteurs, qu'il s'agisse aussi des petits commerçants, et puis un certain nombre de populations qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore, soit ne sont pas inscrits, soit n'ont pas encore voulu inscrire leur famille dans ce cadre-là. Donc il n'en demeure pas moins que cette action de généralisation a démarré d'une manière certaine, et que cette action nous a permis, ça a été rappelé, d'avoir la possibilité de mobiliser suffisamment de moyens financiers pour qu'on puisse parler d'une véritable politique de santé dans son sens global, santé publique mais aussi santé privée, pour pouvoir accéder donc, et permettre à ces populations d'accéder à, je dirais, donc, aux services de soins de base. Deuxième élément, donc, et par conséquent, nous avons eu une explosion des dépenses de santé dans notre pays au cours de ces 2 dernières années. Deuxième élément aussi sur lequel je voulais m'appuyer pour parler d'équité et comment on allait pouvoir accéder à cette équité, c'est qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous avons aussi ouvert la possibilité à l'ensemble de nos concitoyens qui bénéficient de la Motadamoun et qui en fait mobilisent par le budget de l'État 10 milliards de dirhams, donc en plus de ce dont on a parlé à travers les assurances privées, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale qui regroupe aujourd'hui donc la CNOPS et la CNSS. Aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que dans ce cadre-là, nous avons 10 milliards de dirhams qui sont pris en charge par l'État au profit des personnes démunies. Et parmi les choses qui ont été permises dans le cadre des réformes qui ont été menées par ce gouvernement, c'est que nous avons permis à ces populations d'aller également dans le secteur privé. Comme vous le savez, ils ne pouvaient aller que dans le secteur public. Et malheureusement, il faut le dire, avec les cartes du RAMED, beaucoup, en fait, avaient du mal à trouver un rendez-vous, avaient du mal à se faire soigner à temps et avaient du mal à accéder à ces fameux soins
donc, qui étaient nécessaires pour pouvoir donc, dépasser la problématique qui était posée. Dans ce cadre-là, nous l'avons ouvert pour élargir l'offre des soins par rapport à cette population et leur permettre d'accéder également donc, au secteur privé pour pouvoir bénéficier de cette offre de soins. En rappelant que lorsqu'ils vont dans le secteur public, ils ne paient rien, tout est pris en charge par l'État, et quand ils vont dans le secteur privé, ils doivent payer le différentiel donc relatif quand les cliniques privées ne prennent pas en charge ce différentiel, et on en reparlera peut-être par la suite. Deuxième élément important qui a été fait pour favoriser aussi cet accès je dirais, à cette offre de soins nécessaire, c'est que nous avons décidé pour chaque région du royaume de créer donc un centre universitaire hospitalier. Donc un CHU dans toutes les régions du royaume. Donc aujourd'hui, nous avons le CHU à Laayoune qui est en cours de finalisation, nous avons le CHU à Gumi, nous avons le CHU à Rachidia, nous avons le CHU à Blimlel et Darda. Il y a aussi un CHU privé qui est en train de se mettre en place. Donc aujourd'hui, toutes les régions du royaume vont bénéficier d'un CHU. Pourquoi je parle de cela? D'abord parce que ça nous permet d'avoir le même niveau de prestations dans toutes les régions du royaume. Et les CHU vont jouer un rôle important dans les groupements régionaux, je dirais, donc, de la santé donc à l'avenir, puisque ça va être en fait le pilier de ces groupements régionaux de la santé pour élaborer et mettre en œuvre en fait cette politique territoriale de la santé. Deuxièmement, parce que quand on parle de centre universitaire, on parle de faculté, et donc on parle de formation. Et comme vous le savez, l'un des grands défis à relever dans notre pays, c'est que nous avons aujourd'hui un déficit de plus de 30 000 médecins. Et aujourd'hui, donc, et plus que ça, nous formions 2400 médecins. Donc grâce à cette action qui est entreprise, nous allons former 4200 médecins par an. Mais au-delà de tout ça, c'est que nous avons 700 médecins par an qui quittent le royaume. Et ça, c'est un véritable défi qui est important et qui constitue véritablement donc, une perte de cerveau et de moyens de talent et de compétences qui sont nécessaires pour le développement de cette économie de la santé dont on parlait. Et aussi, si je parlais de cela, c'est que nous voulons à travers cela faire en sorte à ce qu'on puisse renforcer et développer une des problématiques majeures que nous rencontrons, parce qu'en plus de ce dont on a parlé aujourd'hui, donc lié à la problématique du déficit en nombre de médecins, mais c'est valable aussi en nombre d'infirmiers, etc. L'une des problématiques majeures que nous rencontrons, c'est que nous avons une très forte concentration donc, des médecins au niveau de certaines régions. Aujourd'hui, si on regroupe les trois régions que sont Casa, Stade, Rabat, Salem Nedra et Marrakech-Esfi, nous sommes à plus de 45% des médecins publics et 65% des médecins privés. Nous avons dans ces trois régions 70% des cliniques privées du royaume et nous avons 55% des lits des hôpitaux publics. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons les 2 tiers finalement de nos régions qui restent en insuffisance par rapport à cette forte concentration. Et par conséquent, l'une des raisons majeures derrière la mise en place de ces CHU, c'est aussi arriver à couvrir, parce que je parlais tout à l'heure de la problématique de l'accès aux soins, c'est couvrir aussi l'ensemble des régions par des médecins qui vont rester dans leur région, qui sont formés au niveau de leur territoire et qui, par conséquent, répondront à ces déserts médicaux, entre guillemets, que nous avons dans un certain nombre de territoires. Troisième et dernier point en fait, dont je voulais parler par rapport à cela, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la notion d'équité, nous avons évidemment donc, cette déconcentration de la politique de la santé. Je vais me permettre d'expliquer un peu, c'est qu'aujourd'hui, la question qui est soulevée, c'est qu'on a eu tendance toujours à établir la politique de la santé à partir de là. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est que cette politique de la santé doit être définie en fonction des besoins de santé de chaque territoire. Ce qui veut dire qu'on doit définir, et c'est l'un des objectifs majeurs qui est fixé par rapport à cela, définir quels sont les besoins dont nous avons
quels sont les besoins que nous avons au niveau de chaque territoire, quels sont les types de spécialités dont nous aurons besoin au niveau de chaque territoire en termes de formation, quelles sont aussi la répartition idoine à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir des cartes sanitaires régionales et qui auront un caractère, je dirais, qui est opposable pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé, pour avoir une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire des investissements publics, mais aussi des investissements privés, pour qu'on ne se retrouve pas dans une logique, comme je l'ai dit, où nous avons un nombre de médecins, et d'ailleurs, comme vous le savez, au niveau de notre pays, malheureusement, nous sommes très loin des standards internationaux, puisque le nombre de médecins pour les 10 000 habitants reste très limité, mais qu'en plus, si on s'inscrit dans une logique territoriale, le déficit va être encore plus important. Donc il est très important de pouvoir combler finalement ces déficits et d'avoir une programmation à horizon moyen et long terme pour pouvoir remplir ces déficits et assurer une carte sanitaire beaucoup plus équilibrée. Vous savez que le symbole du Parti socialiste, c'est la balance. Ben, nous tenons toujours à ce qu'il y ait un véritable équilibre entre secteur public, secteur privé, mais aussi entre les différents territoires. Et je dois dire par rapport à ça, et je vais être très clair sur cette question, parce que c'est une question importante qui est souvent soulevée, nous considérons aujourd'hui qu'il est très important qu'on puisse, et c'est ce que le Parti socialiste défend toujours, c'est qu'on puisse renforcer le secteur public. Il est très important qu'on ait un secteur public fort pour pouvoir jouer son rôle pleinement et pour pouvoir avoir une véritable attractivité et qui permettrait de mobiliser les moyens financiers nécessaires pour pouvoir répondre à ces besoins, mais aussi pour pouvoir développer des spécialités de haut niveau et pour pouvoir avoir des centres d'excellence au niveau des hôpitaux publics. C'est quelque chose d'essentiel pour tout pays qui veut véritablement développer une bonne économie de la santé. Mais par ailleurs, nous considérons que le secteur privé est aussi essentiel dans cette logique de complémentarité pour pouvoir agir ensemble, parce que si on veut véritablement répondre à la problématique de l'accès aux soins pour l'ensemble de nos concitoyens et assurer des services de soins de base pour l'ensemble de nos concitoyens, il est essentiel, parce que les moyens de l'État sont insuffisants pour pouvoir le réaliser, il est essentiel qu'on puisse véritablement donc nous appuyer sur le secteur privé, soit à travers les différentes cliniques privées qui existent, soit à travers aussi des contrats que l'on pourra faire pour pouvoir répondre avec certains chirurgiens, etc., pour qu'ils puissent venir dans le secteur public répondre à ces besoins. Et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir améliorer cette attractivité du secteur public, que nous avons augmenté les salaires des médecins du tiers, de plus de 30%, 4 000 dirhams pour l'ensemble des médecins, mais que nous sommes en train de mettre en place, et ça sera fait bientôt, le gouvernement est en train de mettre en place, je dirais, un élément essentiel qui est le paiement lié à l'acte. C'est-à-dire faire en sorte à ce que les différents médecins, les différents spécialistes qui sont dans les hôpitaux, qui soient payés en fonction du nombre d'actes qu'ils ont réalisés au niveau de l'hôpital. Et cela va leur permettre d'avoir un salaire qui sera beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, qui pourra atteindre des niveaux très élevés, qui pourra même atteindre jusqu'à 100 000 dirhams par mois, et qui gardera et permettra de maintenir en fait cette population qui est très importante, qui malheureusement on est en train de vivre un exode du public vers le privé. Aujourd'hui, il y a lieu d'abord de maintenir et de renforcer en fait les gens qui sont dans le secteur public, nos professionnels et nos compétences dans le secteur public, et même mieux, faire en sorte à ce que les gens du privé puissent venir travailler dans l'hôpital public pour répondre à ces différents, besoins en termes de services publics nécessaires pour nos concitoyens. Donc ça, c'est un axe essentiel dans le cadre de la vision que nous comptons et que nous tenons à défendre pour l'avenir de notre santé dans notre pays. Je voudrais également dire par rapport à tout ça, c'est qu'il est aussi essentiel d'agir, si on veut véritablement développer cette économie de la santé, c'est qu'il est aussi essentiel d'agir pour pouvoir réduire le coût de la santé pour nos concitoyens. Les différentes études ont montré, et l'étude qui a été faite
dernièrement aussi au niveau du Haut Commissariat au Plan, montrent que aujourd'hui les frais donc sanitaires sont jusqu'à maintenant, malgré l'élargissement de la couverture médicale, ils restent pris en charge à 40%, voire 50% par nos concitoyens. Et ça, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur parce que cela fait qu'aujourd'hui, nous avons, je dirais, un pourcentage important de personnes qui peut atteindre, selon les estimations qui avaient été faites avant la mise en place de cette réforme, plus de 60% des gens ne vont pas. Ils vont chez les pharmaciens, mais ils préfèrent éviter d'aller chez les médecins, etc., parce qu'ils n'ont pas les moyens, finalement, de paiement et de remboursement par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons déplacé ça avec cet élargissement, mais il n'en demeure pas moins que le coût de la santé reste élevé donc dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel d'agir, sur l'élargissement du tiers payant, qui est un élément qui est marquant, mais qui doit se faire de manière progressive et qui doit être accompagné par une véritable cartographie et un véritable suivi des actes qui sont prodigués et par une véritable, pour appeler un chat, un véritable dossier médical numérisé qui pourrait être partagé pour qu'on puisse être sûr qu'une personne ne se retrouve pas avec 3 scanners la même semaine. Donc voilà, pour résumer. Donc il y a aussi important pour nos organismes de prévoyance sociale qu'on puisse être sûr qu'aujourd'hui, en fait, il y a véritablement, je dirais, une dépense qui est pertinente donc en matière de santé et que les soins qui sont donnés ne sont pas surfacturés ou ne sont pas, je dirais, surdimensionnés pour pouvoir, je dirais, dégager des profits plus importants en la matière. Donc ça, c'est vraiment un élément dont je voulais parler qui est aussi essentiel pour pouvoir assurer la pérennité, et c'est une question majeure qui est soulevée dans notre débat aujourd'hui, la pérennité des services je dirais, de la politique de santé dans notre pays. Un autre élément aussi qui est important, et je sais qu'il y a une vraie question qui est soulevée, c'est le prix des médicaments. Alors là, je vais être très clair par rapport à ce point. Il ne s'agit pas de faire du populisme. Et il ne s'agit pas d'aller dans une course vers la baisse des prix. Il faut qu'on paie le prix juste. C'est ce qui est demandé par rapport à cette question. Donc ce qui veut dire qu'il y a un réel besoin d'avoir une politique des prix des médicaments qui soit bien négociée, qui soit bien discutée et qui soit une règle claire qui s'applique à tous pour pouvoir assurer, je dirais, d'abord le besoin de développer et de renforcer, comme j'ai dit, la baisse de la facture sanitaire pour les citoyens, mais en même temps qui assure la durabilité de l'accès aux médicaments. Et comme vous le savez, et nous l'avons vécu, nous avons des dizaines de molécules l'année dernière qui n'étaient pas présentes, et même cette année malheureusement, que nous n'avons pas sur le marché pour des raisons de rupture de stock, mais réellement pour des raisons financières. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs ne trouvent pas intérêt à ramener ces molécules parce que finalement le gain est trop faible par rapport à ça. Donc là encore, l'équilibre, la balance, on a besoin de veiller à ce qu'on puisse réduire les coûts pour nos concitoyens, mais tout en veillant à ce qu'on paie le prix juste pour qu'on assure l'équilibre entre l'accès aux médicaments, donc s'assurer qu'il y ait d'abord des médicaments, et deuxièmement, avoir le coût le plus juste possible par rapport à ça. Ça aussi, c'est une deuxième question que je voulais traiter. Troisième élément important, c'est évidemment veiller à développer le générique dans notre pays. On reste à des niveaux bas par rapport à beaucoup de pays en développement. Donc nous avons une marge importante pour développer le générique dans notre pays et nous avons les capacités de le faire grâce à Dieu, parce que l'industrie pharmaceutique est assez développée dans notre pays. Donc il est important que le générique puisse trouver sa place. Et je sais qu'au niveau de l'Agence nationale des médicaments, il y a tout un travail aussi qui est fait en la matière. Et ce dont je voulais parler, qui est aussi un élément essentiel, il est très important qu'on protège les intérêts des officines. Les pharmacies ont un rôle important à jouer et il ne faut pas que cela puisse se faire aux dépens des officines. Il faut qu'on puisse veiller aussi à maintenir la pérennité
de ces officines et de ces pharmacies parce qu'elles jouent un rôle essentiel pour l'accès aux soins et l'accès aux médicaments, mais parce qu'elles jouent aussi un rôle essentiel sur le plan social, parce qu'elles jouent la proximité avec les citoyens et qu'elles répondent finalement à ce besoin d'orienter et de développer tous ces éléments. Alors, je vais parler au deuxième axe, je vais passer au deuxième axe, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais sur la souveraineté sanitaire. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, en fait, on peut être fier de ce qu'a réalisé le Maroc, et nous l'avons vu lors du Covid. On a eu une capacité forte à produire et à je dirais, s'adapter à la problématique qui était posée. Et vous savez, vous avez vu, le souverain a été très clair en la matière, et Mezoud a rappelé ce qu'a dit le souverain en 2020 par rapport à cette question. Et il est essentiel, en fait, et il nous a ouvert la voie même d'être présent même dans l'industrie des vaccins pour qu'on puisse demain ne pas rester dépendant finalement des importations en la matière. Et là, on peut dire que globalement, on peut dire qu'on est suffisamment satisfait. Dans ce cadre-là, 3 niveaux de souveraineté sanitaire. Le premier niveau, c'est la production des médicaments. Sur la production des médicaments, aujourd'hui, on peut dire qu'on produit entre 70% de nos besoins en termes de médicaments, pas en termes de valeur, mais en termes de médicaments, c'est 70% de nos besoins, donc au Maroc, ce qui est très bien, c'est un niveau assez important qu'il faut garder, parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des dépenses sanitaires, il faut qu'on puisse suivre et puisse accompagner tout cela. Deuxièmement, en fait, nous avons aussi le besoin, nous exportons même des médicaments et vers l'Afrique notamment, et nous sommes en train aujourd'hui, l'idée c'est aussi de développer cette capacité d'exportation pour répondre, dans le cadre de cette coopération, de cette fraternité qui nous lie aux pays africains, on répond aussi à leurs besoins et d'agir en la matière. Mais l'élément essentiel sur lequel je voulais mettre l'accent par rapport à la production des médicaments, c'est que, et oui, j'ai oublié de le dire, c'est qu'aussi nous sommes en train aussi de développer donc les médicaments dans le cadre de l'utilisation du cannabis. Et c'est quelque chose qui vient de démarrer dans notre pays, et on est fiers que les industries marocaines puissent aussi rentrer dans le cadre de ces actions. Mais l'élément important, c'est 2 choses, et M. le ministre de l'Industrie reviendra sur cette question. 1, renforcer l'intégration en profondeur. Aujourd'hui, le niveau d'intégration est trop bas. On est à 20% d'intégration, on doit passer à 50% d'intégration pour qu'il y ait... Pourquoi je parle d'intégration? Parce que l'intégration égale création d'emplois au Maroc. Donc pour qu'on puisse, et création de valeur ajoutée dans notre pays. C'est ça, et donc la croissance. Donc aujourd'hui, le besoin de développer le secteur industriel et de renforcer sa profondeur et de faire en sorte à ce qu'il soit plus intégré, ça s'impose. Deuxièmement, il faut qu'on passe à un niveau technologique plus élevé. Et dans ce cadre-là, il faut qu'on passe de la logique de la formulation vers les préceptes et les principes actifs pour pouvoir développer et renforcer cela donc à l'avenir, si on veut véritablement être au niveau que nous aspirons dans le cadre de l'ambition qui a été fixée par le souverain. Deuxième axe important de souveraineté, c'est les dispositifs médicaux. Là encore, nous avons fait des pas de géants, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, que ce soit les lits, que ce soit les seringues, les fils, les masques, les caissons oxygènes, les appareils électroniques donc liés à la surveillance de la tension, à la surveillance aussi cardiaque, etc. C'est des choses qu'on fait dans notre pays. Nous ne sommes pas encore arrivés aux scanners, aux IRM, etc. Mais on peut dire que nous avons avancé parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, nous n'avions pas tout ça. Et là, ça s'est fait dans le cadre du programme qui a été mis en place par le ministère de l'Industrie de transformation des importations en production locale et pour consommer marocain. Et heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a la capacité de le faire. Imaginez que les seringues, on les importait. Donc aujourd'hui, on les produit localement. Et donc c'est une avancée majeure qu'il faudra rappeler et en même temps renforcer et développer. Il y a aussi tout ce qui est développement technologique, qui est le 3e axe sur lequel il faudra travailler. Nous avons des actions majeures qui se font à ce niveau et je me félicite du fait qu'on a des acteurs marocains de haut niveau, privés ou publics, qui agissent dans ce sens avec le développement des tests, tout ce qui est biosimulation, etc. Mais on voudrait aussi aller encore plus loin pour arriver aux jumeaux numériques pour pouvoir véritablement faire les tests et avancer sur la possibilité d'accélérer en fait la recherche, je dirais, donc en matière de médicaments et répondre finalement aux problématiques qui sont posées donc dans notre pays, mais aussi au niveau international et rentrer, excusez-moi de le dire, dans la cour des grands en la matière. Et tout ça aujourd'hui est faisable parce qu'il y a
avec l'intelligence artificielle, avec les différentes actions qui seront entreprises dans le cadre de la e-santé, nous avons la capacité, si on va assez vite, parce que c'est vrai que le rythme a besoin d'être accéléré, si on va assez vite, nous allons pouvoir avoir les éléments qui nous permettront d'aller de l'avant en la matière. Pour conclure, je voudrais, si vous permettez, vous dire que en dehors de toutes ces actions dont on a parlé, qui vont favoriser l'économie de la santé, il y a un axe qu'on oublie toujours et qui est inscrit pourtant dans le cadre de la loi cadre, c'est la prévention. Or, la prévention est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est important d'avoir une action multidimensionnelle en matière de santé. Quand on parle de santé, on parle de l'eau. La qualité de l'eau est quelque chose d'essentiel pour pouvoir avancer, améliorer, avoir des personnes en bonne santé. Quand on parle de santé, on parle aussi des accidents de la route. Et donc il y a un besoin d'avoir aussi donc des routes de qualité et à faire de la prévention routière pour éviter le nombre d'accidents qui demain se traduisent par un certain nombre d'actes. Il y a aussi le tabac, donc comment combattre en fait l'utilisation du tabac, réduire en fait cette consommation de tabac pour réduire au maximum les effets qu'on peut avoir à ce niveau. Il y a aussi la problématique de la mésothélium. Donc il faut qu'on puisse baisser le nombre de cas de mésothélium en raison de l'utilisation de l'amiante, etc. dans la construction. Donc la problématique, et ça avait été fait avec les vaccins, nous l'avons vu avec la rougeole. Donc faire en sorte à ce que les vaccins, qu'on puisse avoir la couverture de 100% telle qu'on l'avait par le passé, et c'est des épidémies qu'on n'avait pas eues depuis un certain nombre d'années. On allait sortir cette année avec 0 épidémie en la matière. Malheureusement, c'est revenu. Pourquoi? Parce que l'accès aux vaccins, enfin pas l'accès, mais le nombre de personnes vaccinées s'est réduit de manière assez importante par aversion envers les vaccins après tout le débat qu'il y a eu au niveau du Covid. Donc là aussi, c'est ce type d'action qu'il faudrait avoir, sans parler de la problématique des décès dus à la diarrhée, avec tous les vaccins qu'il y a en la matière pour pouvoir allonger. Et l'idée majeure dans laquelle nous inscrivons, c'est comment faire en sorte à ce qu'on puisse, parce que grâce à Dieu, nous avons réussi à avoir une augmentation d'espérance de vie dans notre pays, mais aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est comment assurer une espérance de vie en bonne santé. Et dans ce cadre-là, j'ai oublié d'en parler, mais c'est un élément essentiel, il y a aussi une action majeure qu'il faudra développer et renforcer, c'est la télémédecine. La télémédecine est aussi un axe important qui permettra d'assurer en fait ces conseils, qui permettra d'assurer ces actes à distance, et vous savez que ça a été fait même avec des pays lointains, grâce en fait avec des interventions chirurgicales qui ont été faites au Maroc à partir, je dirais, par des chirurgiens qui étaient à l'étranger. Aujourd'hui, la télémédecine aussi ouvre beaucoup d'opportunités, et donc le numérique, la prévention, et puis une action déterminée avec une accélération du rythme, mais avec aussi une meilleure territorialisation, une meilleure connaissance, je dirais, de nos besoins, nous permettra véritablement de réussir ce challenge qui est de faire de la santé un véritable levier de développement durable. Et je vous remercie.